je ne te demande pas tes sources. Que quoi, là? Tu dis que... c'est lui-même, Emmanuel Macron confirme, oui, mais il a dit au marché, mais bon, est-ce que c'est sincère ça? Est-ce que c'est quelque chose d'avéré? Ah, je pense. Je pense que c'est avéré, oui, ça a été recoupé, oui, absolument. Ça veut dire, ils ont demandé, c'est toujours pareil, hein, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France et autres. Mais c'était pour le rencontrer, c'était une conférence à Lyon sur Interpol. Je crois le 11 octobre 2019. Oui, mais ça ne... C'est comment dire, sur le fond, c'est en plus, je trouve, c'est très pervers, parce que toi, tu es par exemple un chef d'État d'un pays africain, tu mets quelqu'un en prison, comme ça, à tort, et on te dit, ah ben si vous voulez venir là, il faut libérer là, le type que tu as mis à tort. Et toi, c'est le fait du prince. C'est-à-dire, sans jugement, sans rien, tu dis, allez, je le sors. C'est-à-dire, où on est. Où on est. Ça veut dire, même qu'Emmanuel Macron puisse dire, voilà, moi j'ai appelé, je lui ai dit, il faut faire sortir, mais dans quel pays? Je veux dire, qu'est-ce que ce sont ces relations? Qu'est-ce que ce sont ces relations? Jackie, pardonne-moi, moi je suis, cet aveu me choque, je vais dire pourquoi. À supposer établi que c'est le président Macron qui a eu à intervenir, je trouve que c'est un peu bizarre parce que d'un autre côté, il dit la France-Afrique c'est terminé. Voilà. Bon. C'est un peu bizarre, non? C'est complètement contradictoire. Avant lui, Nicolas Sarkozy avait dit que la France-Afrique était terminée. Mais 2 jours après, il disait que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire. Monsieur Nicolas Sarkozy, je pense que vous n'êtes pas entré dans l'histoire. Hollande avait dit la même chose. Jacques Chirac disait que l'argent que nous avons dans nos porte-monnaie vient des poches des Africains. C'est pas pour cela qu'il a rendu, non, c'est toujours des grands discours, mais dans les réalités, elle est toujours la France-Afrique. S'agissant de sa énième réélection, je parle de la réélection de M. Paul Biya du Cameroun, il est indiqué, toujours dans ton ouvrage, qu'Emmanuel Macron avait fortement suggéré à M. Biya de ne pas se représenter, mais s'est heurté à la détermination de celui-ci d'y retourner coûte que coûte. Le président Macron aurait déclaré ceci, je dis aurait, peut-être toi tu dis a déclaré ceci, mais je ne vais pas intervenir militairement pour le sortir du pouvoir. Pourtant Nicolas Sarkozy est intervenu militairement pour sortir le embargo du pouvoir, je le dis. Que penses-tu de ces propos du président français? Ça, d'abord, c'est pas des trucs que j'ai inventés. C'est ce qui, dans le livre, on a rencontré le président Macron et qui nous a parlé pendant 1h30, et donc c'est lui qui dit ça à un moment donné. Vous l'avez rencontré? Bien sûr. Il vous l'a révélé? Il dit, oui, bien sûr. À la fin, il y a toute une interview. Nous, on a écrit un livre, pendant 2 ans, on a enquêté. À la fin, on a été voir le président Macron, qui nous a reçus le 25 septembre 2020. Et on a posé les questions en disant, voilà, nous, on a fait une enquête, il y a ça, 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 ça. Et à un moment donné, c'est lui qui dit, oui, mais alors, moi, je sais pas. Là. Donc, c'est sa parole à lui. Il n'est donc pas un grand ami de Nicolas Sarkozy, même s'il le consulte beaucoup. Car il aurait été grand ami, il aurait fait comme lui. Est-ce à dire que désormais les chefs d'État africains de la zone d'influence de la France auraient récupéré leur souveraineté? Alors le problème, c'est qu'ils ont une forme de souveraineté, c'est-à-dire, moi j'ai pas de... Je pense qu'on est sorti d'une période historique. Encore une fois, moi je parle d'histoire, parce qu'il y a 2 formes de France-Afrique. Il y avait la France-Afrique, ce qu'on a appelé de la France-Afrique des relations incestueuses, des valises de billets de dirigeants africains pour des dirigeants français. Pour moi, c'est des histoires de réseau. Puis il y a la France-Afrique institutionnelle, dont on a parlé tout à l'heure, la politique, militaire, financier, le cordon ombilical du franc CFA. Ça, c'était le côté institution. Moi, je pense que les chefs d'État africains allaient demander le président Talon, demander au président Talon si il fait pas ce qu'il veut, si il appelle l'Élysée pour se faire réélire, de parler à Alpha Condé s'il a besoin de Macron pour se faire réélire. Donc il faut aussi
comprendre qu'on est quand même dans une période historique où les chefs d'État, je veux dire la Guinée, franchement, les interlocuteurs de M. Alpha Condé, c'est plus la Chine et la Russie que les boîtes françaises. Il n'y a plus Bolloré dedans? Bolloré. Bolloré, c'est son ami qui l'a aidé à installer sur le port. Mais c'est les relations personnelles, c'est pas les relations politiques. Et Bolloré peut rien faire, surtout en ce moment. Bolloré peut rien faire pour Alpha Condé auprès d'Emmanuel Macron. Ça, j'en suis certain. En tout cas, la souveraineté est ou n'est pas. Elle n'est pas, elle est indivisible, c'est la souveraineté. Alors d'un côté, où ces présidents africains ont retrouvé leur souveraineté, ou non. Voilà, c'est pas eux qui ont trouvé la souveraineté, c'est à leur pays. Oui, j'entends bien, mais bon, je veux dire... le pays restera... Je veux dire, est-ce que la France a libéré totalement ces pays-là ou pas? C'est la question se pose là. Moi, je pense qu'on est dans une période historique. Comment t'expliquer dire ça? C'est pas, là, on ne peut pas répondre oui ou non. On est dans une période historique où de temps en temps, ces chefs d'État, ils ont besoin de la France pour, par exemple, quand la France, comme sur le plan financier, c'est un peu compliqué, mais c'est la France qui contrôle un peu ce qu'on appelle le Club de Paris, qui gère le Club de Paris sur les dettes africaines, donc elle a de l'influence à un moment donné. Donc on n'est pas... C'est pas oui ou non, ça veut dire il y a une forme de souveraineté où la France a encore de l'influence, et puis il y a des domaines où elle n'a plus d'influence, où les chefs d'État africains, ils vont chercher auprès de la Chine, auprès de la Russie, auprès de la Turquie. Quand on voit par exemple, c'est des exemples, des anecdotes, mais quand on voit même Macky Sall du Sénégal, qui est vraiment, qui a été comme la Côte d'Ivoire, vraiment le cœur de la France en Afrique, on le voit la main dans la main avec le président turc Erdogan en train d'inaugurer toutes les infrastructures autour de l'aéroport de Blaise Ndiaye, et en plus cet aéroport qui avait d'abord été confié, dont la construction avait été confiée au Saoudien Ben Laden, finalement qui a été récupéré par les Turcs, et tout autour, toutes les infrastructures, c'est construit que par les entreprises turques, à tel point, c'est le côté aussi un peu amusant, c'est que chaque année, tous les 2 ans, les militaires français, avec le ministère de la Défense, en France, organisent un forum sur la sécurité à Dakar. Et ils vont se réunir dans un centre international qui a été construit par les Turcs. Ça évolue, hein? Ça évolue. Dans le même interview avec le président Macron, nous lisons toujours à la page 228, assez fournie et assez riche, l'histoire d'Alassane Ouattara, une déception. Alors, je suppose que ceci est une blague, car n'est-ce pas le même président Macron qui, au lendemain de la réélection, avait été parmi les premiers à adresser une lettre de félicitations au chef de l'État ivoirien qui venait d'être réélu pour son 3e mandat avec un score, tenez-vous bien, un score congolo-camerouno, gabono, tchado-ivoirien de 95,31%. C'est pas Emmanuel Macron qui lui a adressé des félicitations. Comment peut-il vous parler de déception aujourd'hui? De qui se moque-t-on? Ça, c'est la politique de Macron à géométrie variable. C'est dans un certain nombre de pays où, en Guinée, il va dire oui, Alpha Condé, il ne fallait pas qu'il représente pour un 3e mandat. Et lui, il nous explique en long et en large, oui, que c'était un cas de force majeure parce que son candidat était mort. Et honnêtement, là, il n'était pas à son aise. Je vous jure, président Macron, évitez-moi toujours, mais le jour où vous m'accorderez une interview, on s'amusera bien à l'Élysée. Peut-être à la fin, vous me jetterez dans un cachot. Parce que là, vous êtes bien gentil, mais c'est vous qui avez été le premier à féliciter le président Ouattara. Non, mais il l'avait félicité. Il avait la vérité. La vérité, c'est qu'il avait félicité au départ parce qu'il avait renoncé à faire un 3e mandat. Voilà, tout à fait. Il avait félicité en disant... Parce qu'il avait renoncé à un 3e mandat en disant, voyez, enfin, un président comme je les aime, entre guillemets. Et puis, voilà, et finalement, les autres se présentent. L'unique autre Ivoirien intelligent capable de diriger la Côte d'Ivoire est mort. On a dit, bon, comme l'unique intelligent est mort, les autres sont tous des faux, tu repars. On te félicite. Allez-y. Non, mais là, pour dire, là, moi, je veux dire, je suis journaliste, donc je n'ai pas côté l'histoire. Là, on sentait que le président, c'est parce qu'on le relance. Il n'était pas à l'aise, on le relançait là-dessus, mais ça le...
Il n'était pas à son aise. Tu aurais dû m'amener, Antoine. M'amener à Mais je ne savais pas que tu voulais y aller. Mais je vais y aller, j'insiste. Monsieur le Président Macron, je vais encore vous envoyer une lettre. Tu vas m'aider à le faire. J'ai des questions à vous poser, Monsieur le Président. Voilà, parce que je pense que mon bulletin de vote risque de vous échapper prochainement. Hein, pourtant, voilà, on sait bien faire. 10%, c'est ce que j'ai appris en disant. Pardon? Environ, c'est vrai que là. 10%. Il a 10%? L'électorat, les Français d'origine africaine et autres, globalement, avec le Maghreb, Afrique subsaharienne, c'est environ 10% de l'électorat. Mais ce n'est pas rien. C'est pas rien. Si ce dimanche matin, là, ils ne choisissent pas d'aller à l'église. C'est ça le problème des Africains en France. Ils sont dans les églises pendant qu'on décide pour l'avenir de leurs enfants dans les églises. Réveillez-vous, chers frères. Voilà. Ne dis pas du mal de l'église. Ça ne va pas plaire à Pierre Moukoko, mais c'est la vérité. Sois catholique. Tu es noir, tu ne devrais pas être catholique si tu connaissais bien ton histoire. On revient à Antoine Glaser. Le jour où j'ai fait ton interview qui est sur la religion, je pense qu'à la fin tu me diras plus bonjour. Car tu es noir, tu ne devrais pas être chrétien. Mon oncle était prêtre. Ton oncle était prêtre, tu n'as pas su ton oncle aveuglement. Ton oncle marchait aussi avec des feuilles autour de la taille. Pourquoi tu n'as pas des feuilles autour de la taille? Tu es en costume cravate là. Ça, c'est autre. Voilà, tu comprends bien, Antoine. Comme le président Mobutu, Ahmed Albakost. Ah bah oui, Mobutu, c'est trop. Kabila a fini par le dire. Hé Mobutu, c'est trop. Il a pris la pirogue pour s'enfuir. Bon, la mort inattendue ou l'assassinat inattendu d'Idriss Déby, qui, comme nous le savons tous, a été un des plus fidèles alliés. Absolument. La France, c'était M. France-Afrique du coin. Quand on n'arrivait pas à voir M. Biya, qui est toujours au village, on appelait Idriss. Bon, maintenant, sa mort fait que lui qui était un allié dans la sous-région poserait aujourd'hui un dilemme au Quai d'Orsay. Donc la France n'a pas osé se positionner immédiatement. Cependant, selon Mediapart, que nous saluons, du 12 mai 2021, en coulisses, l'ambassadeur de France active se bat, fait des pieds et des mains pour faire accepter par l'opposition le fils, comme au Gabon, comme au Togo, le pouvoir est devenu sexuellement transmissible, quoi. Un observateur averti de la politique africaine que tu es, Antoine, pourrais-tu nous dire si la France devrait, oui ou non, soutenir l'accession au pouvoir de Mahamat Idriss Déby, fils de qui tu connais? Alors, encore une fois, je suis journaliste, comme maintenant on le sait depuis un moment. Donc, moi, je suis un observateur. Donc, je ne vais pas vous dire, je suis évidemment en tant que citoyen contre toutes les successions dynastiques. Mais je suis là pour expliquer comment la France, pour moi, c'est une faiblesse de la France en Afrique. D'autres vont penser que oui, c'est la France qui contrôle tout, mais je pense que j'ai rencontré, j'habite près de la place de Clichy, j'ai rencontré un sous-directeur qui était sur l'Afrique, au Quai d'Orsay, par hasard, je ne l'ai pas eu depuis des années, il m'a dit, mais voilà, il n'y a pas de plan B, c'était panique, c'était la panique. Comment ça, ils n'ont pas de plan B? Je vous donne le nom, Abaka Tolemi, cousin d'Idriss Déby, qui est en exil ici en France, il est en région nantaise. Il est là, c'est un point, il peut diriger son pays, non? Pourquoi faut-il qu'il soit l'office? Si vous n'avez pas le téléphone d'Abaka Tolemi, je vous le donne, vous l'avez au Quai d'Orsay. C'était vraiment la panique, parce qu'on voit bien que c'est une espèce d'incapacité à anticiper aussi sur les éléments. On a bien vu, je veux dire, arriver comme ça, se précipiter comme ça, tout ça pour faire un rétropédalage quand il a commencé à avoir des manifestations à N'Djamena, faire le lendemain un rétropédalage et pour en plus se conforter, il a un rétropédalage en disant je suis contre les successions dynastiques, etc. Mais pour faire ce rétropédalage, il fallait faire ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs depuis le départ, ça veut dire s'appuyer sur l'Union africaine, au moins il y a une Union africaine. L'Union commence. L'Union africaine et tout. Mais au moins, voilà, il était ça avec Tshisekedi, c'était un rétropédalage. Tu sais pourquoi il a fait le rétropédalage? Tu sais, la famille Tshisekedi a cette réputation de dire des choses. Le père avait dit à Mobutu, hey, Mobutu, c'est trop. Le fils a dit à Emmanuel, hey, Emmanuel, c'est trop. Voilà pourquoi il a rétropédalé. Il a rétropédalé parce qu'il a vu qu'il y avait quand même l'ensemble de l'Afrique qui trouvait que c'était incroyable. Ils ont fini par installer le fils. Et ça, on est reparti pour 30 ans.
L'histoire n'est pas écrite. Bon. Monsieur le Président, heureusement que vous n'avez pas un fils, parce que comme ça on constituera... Bon, allez, c'était juste de l'humour, vas-y. Chapitre 9, encore intitulé « La restitution à minima du patrimoine africain ». Ah, bonjour Oiselot, courage à toi. Tu fais une analyse de la situation des œuvres africains volées. C'est bien ce que tu dis, hein? Oui, bien sûr. C'est pas moi qui l'ai dit, Monsieur le Président. Ne commencez pas à me chercher les pouces sur la tête en France. C'est Antoine qui l'a dit. Bien que si jamais on t'arrêtait, crois-moi, je serais le premier à t'apporter des oranges. Donc, volé par les colons aux Africains. Le musée Chirac, Jacques Chirac, lequel on sait, en détient 70 000. Et lorsque Oiselot s'y présente pour en prendre, récupérer un, il est traduit en justice en France. Plusieurs pays africains demandent depuis longtemps la restitution pure et simple de leurs biens. L'activiste congolais Oiselot en a d'ailleurs fait son cheval de bataille. Il se bat tous les jours. Récemment, le président Macron avait restitué symboliquement quelques-uns. Quelles observations peux-tu nous apporter sur cette question-là, sur cette restitution à minima? On voit bien, il y a deux problèmes. Il y a un premier problème que c'est... on voit bien que il y a eu un mouvement, etc. Mais on voit bien, que c'est passé à l'Assemblée nationale, ça a été bloqué au Sénat. Bloqué au Sénat? Oui, ça a été bloqué au Sénat. Les sénateurs ont refusé en disant qu'ils n'avaient pas été... Il fallait consulter un conseil scientifique. Que Felwine Sarr et Bénédicte Savoie, qui ont rédigé le rapport sur la restitution du patrimoine africain, n'étaient pas réellement des scientifiques, des chercheurs. Bref, il y a des réticences. Encore une fois, c'est un peu, ça rejoint notre débat de départ. Macron, il fait un truc, mais voilà, la France reste la France. Donc, il y a des fortes résistances. Deuxièmement, il faut quand même aussi qu'on arrive à parler des chefs d'État africains. C'est-à-dire, ils prennent pas leurs responsabilités. Tu parles de ces chefs d'État démocratiquement nommés par la France et le peuple démocratiquement informé. Mais je veux dire, ils sont aussi toujours dans des ambiguïtés, et c'est vrai aussi que eux, même quand ils peuvent faire un certain nombre de choses de marge de manœuvre, ils ne le font pas. Et puis, est-ce que c'est normal que ce soit l'Agence française de développement, le contribuable français, qui finance des musées en Afrique? L'Agence française de développement. Antoine a raison, la responsabilité des dirigeants africains. Mais est-ce que tu en as d'abord, Pierre? Tu as des dirigeants en Afrique? Oui, il y en a. Ils n'ont pas de responsabilité. Des dirigeants, en tout cas, qui sont au pouvoir et qui décident. Tu parles d'Ali Bongo qui a remplacé papa, ils sont là depuis 60 ans. Tu parles de Paul Biya qui est là depuis 60 ans. En tout cas, c'est quand même eux, que ça soit les uns ou les autres, ils ont une responsabilité par rapport à ça, ils font absolument rien, en général. Oui, c'est vrai que ces biens ont été volés. Le vol, c'est quoi? C'est prendre ce qui appartient à autrui. Sans demander. À son insu. C'est ce que la Rousse dit. Hein. Donc, ce sont les biens des Africains. Là, que font les présidents africains? Que font-ils? Est-ce qu'il y a d'abord des présidents? Bon, ceci étant, quelques demandes ont été faites. Non, mais il a été fait sur le Bénin, il a été fait, mais franchement, que le Premier ministre français aille au Sénégal, qu'il aille avec son... donner le sabre de Martal, alors que la propre famille de Martal, c'est pas le sabre qui l'intéressait, on ne sait même pas si c'est vraiment celui de Martal, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était les manuscrits. Et on ne rend pas les manuscrits, mais on rend le sabre et tout. Donc, c'est la mise en scène, quelque part, par rapport aux réalités. Mais bon, c'est, encore une fois, moi, je suis confiant dans l'Afrique des Africains, et à un moment donné, les choses se feront avec d'autres générations. Même si c'est symbolique, il faut quand même reconnaître que le président Macron a osé. Bien sûr. George Bush avait dit que la France deviendra bientôt un musée. Tu vois, s'ils rendent tout, on vient de voir quoi à Paris. Bon, il faut juste s'entendre. La France, c'est de plus en plus un pays musée, c'est bien vu. Ben oui, les églises chères à Pierre, dans la ville de Troyes, mercredi 15 juin 2005, je faisais un reportage dans la ville de Troyes, pour cette télé où je travaillais, sur 10 églises, 8 étaient fermées, et les clés étaient déposées à l'office du tourisme. Donc vous venez faire du tourisme, vous prenez les clés, vous allez filmer les fresques dans les églises, c'est tout, ça sert à ça. Bon. Religieux, tu vois, ça va avoir l'air... Non, je faisais un reportage. Il regrette de ne pas pouvoir aller prier. Non, je ne priais pas, j'ai pris mes ancêtres. Alors Antoine, la situation est bloquée au Bénin, là. Patrice Talon, il vaut mieux le perdre dans sa chaussure. Je ne connais pas bien. Ou même sur la route, parce que son talon... Je ne connais pas bien, mais on voit bien que... Toi qui dis toujours qu'il pense que la France contrôle tout. Tu crois que la France, elle contrôle le talon? Je pense rien du tout. Tu crois qu'elle contrôle le talon?
Je pense que son talon est très très fort. Il est trop efficace là. C'est pas le talon d'Achille, lui. non, Achille Bembé, non. Alors, vers quoi s'achemine-t-on dans ces Bénins-là? Ça semble bloqué là. Avant de te recevoir, j'ai sondé l'entourage Talon hier. Il paraîtrait qu'il y a un opposant qu'on n'a pas mis en prison parce que ça va vraiment péter. Dans l'armée, c'est divisé. Il y en a qui ont refusé de prendre l'argent de Talon. Donc ça semble se corser là. Vers quoi s'achemine-t-on à ton avis? Je ne sais pas, honnêtement, je ne suis pas suffisamment le Bénin pour pouvoir faire l'intelligent petit blanc des bords de Seine, comme je dis toujours. Mais je pense que le Bénin, il faut toujours regarder qu'est-ce qui se passe au Nigeria. Parce que le Nigeria est très fâché. Le problème du Bénin, les grands marchés et autres, ça dépend vraiment du Nigeria. Et comme tu sais mieux que moi, l'Afrique, c'est quand même l'économie informelle. Et s'il n'y a pas le grand Nigeria à côté, c'est mauvais pour le Bénin. Donc, à mon avis, Talon doit plus craindre regarder ses relations avec Nigeria qu'avec Paris. Avec Paris. Bien, j'espère qu'il va t'entendre. Depuis que le président n'entend plus personne, ça va. Bon. Dernière question avant de te passer à la Moulinex de Pierre. Ton ami, là, Kako Noboko, ça va? Tu lui parles toujours? Moi, j'ai que des amis, mais pourquoi je ne parlerai plus? Parce que lui, Kako Noboko ne répond jamais. Il ne peut pas te dire qu'il ne me connaît pas, mais il ne me répond jamais. Il paraîtrait que je suis un journaliste subversif. Ah oui. Hein? Il ne répond pas, il n'y répond pas. Il organise un colloque prochainement. C'est pas une injure, subversif. Oh, c'est... Au contraire. Je m'en fous. mon ami Feu Jean Ferrat aimait bien mon style, donc j'étais très ami avec Jean Ferrat, on échangeait beaucoup. Et voilà, je savais sa famille. Donc, Kako Noboko organise un colloque à Lomé prochainement pour réfléchir sur le franc CFA, mais curieusement, aucun pays anglo-saxon du coin n'est convié à ce colloque sur le franc CFA. Pas de Nigeria, pas de Sierra Leone, pas de Libéria, pas de Ghana. Trouves-tu cela sérieux de la part de Kako Noboko? Je pense que là, franchement, je pense que Emmanuel Macron, encore une fois, c'est pas lui qui a fait la France-Afrique. Hein. Mais là, je pense que toujours à vouloir trop parler, trop s'agiter, un peu comme quand au Sahel, il est toujours en train de dire mais la France ne veut plus être en première ligne, mais en même temps, c'est lui qui est en train, avec des cartes, de tout décider. Et là, franchement, avec Alassane Ouattara, ils ont vraiment, au lieu de laisser vraiment la Côte d'Ivoire discuter avec le grand Nigeria, de ne pas discuter uniquement avec Paris, que tous les deux, ils décident tous les deux, voilà, la fin du franc CFA, et surtout la création de l'écho, qui n'était pas l'affaire de la France, l'écho, c'est l'affaire des Africains, de l'Afrique de l'Ouest, ça n'a rien à voir. Et là, ça a été assez mal emmanché, parce que du coup, le Nigeria a dit aux pays francophones, et ben non, ils vont plus loin, ils leur disent carrément, tant que vous n'aurez pas coupé le cordon ombilical avec le Trésor français et la Banque de France, on ne fera rien avec vous. Donc ils ont un peu bloqué le truc. L'écho, c'était pas la monnaie d'Afrique de l'Ouest avec baqué sur l'euro avec la France. L'ECO, normalement, c'était vraiment la monnaie d'intégration de l'Afrique de l'Ouest, des pays d'Afrique de l'Ouest qui n'avaient rien à voir avec l'euro. C'était aux Africains de décider ensemble. Alors, ce colloque organise Kako Noboko. Déjà, Kako Noboko, qui hier était grand profondeur du franc CFA. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il est à la soupe, non? Je ne sais pas, franchement, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Et il a été, apparemment, c'est vrai qu'il est un peu, mais c'est typiquement, c'est un peu le truc d'Emmanuel Macron, c'est un peu comme de coopter les uns et les autres, Felwine Sarr pour le patrimoine africain, Achille Bembé pour préparer le sommet Afrique-France qui devrait se tenir au mois d'octobre. Donc on voit bien que c'est une façon aussi comme ça de cooptation un peu à l'ancienne. Et peut-être que toi tu vas être un jour coopté parce qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron il aime bien prendre des disruptifs un peu. Non, ça ne risque pas d'arriver Emmanuel Macron parce que je lui dirais non, monsieur le président. Tu sais Antoine, je ne dis pas ça pour me faire voir. Tu n'as pas idée des sommes d'argent j'ai refusé de 3 pays d'Afrique. J'aurais accepté ces sommes d'argent, j'aurais 4 ou 5 appartements à Paris. J'ai dit non. Pourtant je suis pauvre, tu as vu, je vis modestement.
Je peux confirmer que là, on n'est pas dans le 16e. Chers téléspectateurs, avant On n'est qu'Emmanuel pas dans un Macron... hôtel particulier dans le 16e. Du tout. Avant qu'Emmanuel Macron ne pense à me coopter ce que je pense, ça n'arrivera jamais, c'est sûr et certain. Sinon, je serais resté chez Bolloré, mais là-bas, je disais non. Ouais. Quand on a voulu diffuser mon reportage de sortie d'école de journalisme, le travailleur immigré tourné à Cap-Génie et consort chez Bolloré, j'ai dit non. Ce qui est incroyable, c'est quand même qu'ils étaient te chercher, qu'ils t'aient embauché à un moment donné. Ça veut dire, dans l'idée, quand même, pour ces bits, ils voulaient quand même avoir des journalistes africains. J'avais forcé la main. Le mot d'ordre n'était pas de journaliste noir ici. Ah oui? J'ai forcé, je t'expliquais en off où je te dédicaçais mon livre, c'était écrit dedans. J'ai forcé la main pour entrer dans ce média-là. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup comme toi. Mais j'étais le seul brûlé par le soleil. J'étais le seul. Il ne fallait pas le noir sur cette chaîne-là. Et voilà, on m'a gardé 6 mois en me tendant tous les pieds, en me faisant comprendre que je ne répondais pas aux questions qu'on me posait sur la France-Afrique, en me faisant travailler 16h, 17h par jour. Pardon, chers téléspectateurs, c'est son émission, mais je t'explique ça comme ça que les gens le sachent. Je donne un seul exemple. Un jour, on m'envoie en mission à Château-Gontier, qui est après la Mayenne, je crois. Je ne connais pas. Château-Gontier, après Laval, là-bas, dans ce coin-là. C'est environ 500 km de Paris. Et j'ai interdiction de m'y rendre avec ma voiture personnelle. Je dois y être à 9h du matin. Et on ne m'achète pas des billets de train, on ne me loue pas de chambre d'hôtel, absolument rien. Je dois partir à la rédaction et tourner. Alors je pars de chez moi ici, à 3h du matin, je me gare à la rédaction à 3h30, 3h45, je prends ma voiture de service, je roule pour Château-Gontier. Tu vois la distance, la Mayenne de Paris, c'est près de 500 km. Je dois y être à 9h et tourner. Et je suis seul, donc preneur de vue c'est moi, interview c'est moi, preneur de son c'est moi. Tout seul. Et à 20h, je dois être à la rédaction avec les cassettes. Et quand j'arrive à la rédaction, il y a un mot déposé sur ma table, je dois préparer une chronique pour l'émission du lendemain. Ça veut dire que j'arrive à 21h fatigué, je dois encore préparer une chronique. J'ai sorti chez moi à 3h, je rentre à minuit 30, et à 8h, je dois être sur le plateau. Il y avait une pression qu'on me mettait sur Direct 8 telle que on voulait me pousser au suicide en fait. J'avais des journées de 16h, 17, 18 heures de boulot et j'avais le plus bas salaire de Direct 8. Je le dis aujourd'hui chez les téléspectateurs, je touchais 1480 € sur Direct 8 pour tout le travail que tu me voyais à bas. J'étais le nègre de service. Ça, c'est Direct 8, c'était Vincent Bolloré. Oui, c'est monsieur qui exploite l'Afrique, c'est lui qui me traitait comme ça. Et un jour, je suis monté au 17e étage, demandé à le rencontrer Bolloré. C'est écrit dans mon livre, ils ont vendu mon frère. Il m'a trouvé au réfectoire, je crois, vendredi 8 juillet 2005, il m'a tapoté à l'épaule. Il m'a dit, je sais que vous voulez me voir, mais laissez-moi un peu de temps. Je l'attends toujours comme Pierre attend Jésus-Christ. Sur le truc, quoi. Voilà, bonne transition. Bonne transition, Pierre. Chers téléspectateurs, c'est à Pierre de cuisiner Antoine maintenant. Je vais jouer que l'arbitre. À toi, Pierre, vas-y. Alors, Pierre. J'ai plusieurs questions. Un ami et frère journaliste, comme tous les deux, camerounais, Serge Sepo, m'a contacté ce matin et m'a indiqué que le mardi prochain, 18 mai, le président Macron va accueillir une dizaine de chefs d'État africains ainsi que les principaux bailleurs pour préparer la situation financière de ces États-là au lendemain du Covid. Et parmi ces présidents africains, il y a évidemment celui du Sénégal, celui du Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Tunisie, Mali, Niger, etc. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas le président camerounais, enfin en Afrique centrale, il n'y a personne pratiquement. Je trouve que c'est un peu bizarre. Je ne sais pas si tu es au courant de cette initiative-là présidentielle, et si oui, que penses-tu d'une telle initiative? Je veux dire, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que c'était le 15 avril 2020 où il y a eu un certain nombre de chefs d'État, mais je pense que c'est la France qui les a proposé de signer une tribune en disant qu'après le Covid, il y a le Fonds monétaire international. L'idée, c'est que les États-Unis, Joe Biden, ils font marcher la planche à billets pour le Covid, ils dégagent 2000 milliards de dollars. L'Europe, avec France-Allemagne, l'initiative France-Allemagne,
ils vont dégager 750 milliards d'euros pour soutenir les économies. Et l'Afrique, il n'y a rien. Du coup, l'idée, c'est de faire une grande réunion sur le financement pour pouvoir dire, c'est un peu compliqué, mais il y a ce qu'on appelle au Fonds monétaire international, des systèmes où on peut dégager des fonds, ça s'appelle des droits de tirage spéciaux. Et les DTS. Et c'est vrai que Emmanuel Macron, comme la France n'a plus de moyens du tout, il s'est dit, tiens, comme dirait l'autre, la France, ils ont pas de pétrole, mais il y a des idées. Ils se sont dit, tiens, on va faire payer au FMI, puisque chaque pays des Occidentaux, ils devaient avoir leur part de DTS, de la rétrocéder à des pays africains, de la même façon que au niveau du COVAX, il était prévu qu'un certain nombre de vaccins qui étaient donnés aux pays européens devaient être rétrocédés à l'Afrique. Donc c'est ça, ce truc-là. Mais Emmanuel Macron, comme il veut échapper finalement au sommet France-Afrique en l'ancienne, lui, il veut passer du bilatéralisme au multilatéralisme. Bilatéralisme, c'est quand il y avait des sommets en tête-à-tête par pays. Multilatéralisme, c'est à ce moment-là, on prend les bailleurs de fonds, Banque mondiale, FMI, les pays arabes et autres, et la stratégie de Emmanuel Macron, c'est bien sûr, faire payer les autres, ça veut dire au niveau du FMI, Banque mondiale en faveur de l'Afrique, parce que la France n'a plus les moyens de faire les fins de mois des chefs d'État et des pays africains. Et puis, il y a une question sous-jacente, c'était la venue de Xi Jinping, ça veut dire du président chinois, puisque en fait, c'est le président chinois qui contrôle toute une partie des dettes africaines maintenant. Et en fait, il s'est pas laissé, à ma connaissance, ça doit avoir lieu mardi, il ne s'est pas laissé piéger. À ma connaissance, il ne vient pas en présentiel. 2, il ne sera même pas en visioconférence. 3, je crois que ça sera uniquement un vice-premier ministre, etc. Et donc, c'est un peu une claque aussi par rapport à la France, parce que finalement, ils ne peuvent rien faire sans la Chine, puisque on ne peut pas parler d'annuler les dettes. Macron, il dit qu'il faut annuler les dettes des pays africains, sauf que c'est la Chine qui porte ces dettes. Et la France fait quoi? Car c'est la France qui a endetté ces pays-là, que je sache. Oui, mais la France, elle a trouvé un système, on ne va pas rentrer dans c'est trop technique, mais elle a trouvé un système incroyable. C'est un système, comme dit toujours, la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Elle a trouvé un système qui s'appelle le C2D, c'est contrat de désendettement, investissement. Ça veut dire que, par exemple, la Côte d'Ivoire actuellement, elle doit 1,2 milliard d'euros à la France. Ah bon? Et donc, elle ne va jamais rembourser 5 milliards, mais la France en dit, ok, mais si vous ne nous remboursez pas, mais si vous réinvestissez ces sommes dans des projets dans votre pays, à ce moment-là, on efface vos dettes au fur et à mesure. Et ce qui est au trésor public français là? Et normalement, ça doit aller dans des projets uniquement d'éducation et de santé, mais d'une façon subtile, entre guillemets. La preuve, c'est que j'en parle. La France, souvent, elle arrive à mettre des projets où qu'elle a du mal, ou quand les entreprises françaises ont du mal à avoir ces projets, et comme l'aide n'est plus liée, ils arrivent quand même à la marge, ils vont dire qu'ils vont construire un pont, et que le pont, ça va assez bien pour tout le monde, à ce moment-là, ça va passer dans les fonds d'éducation et santé. Donc tout ça pour dire que ça, ce sont des... Comme les gens ne s'intéressent pas à tous ces trucs techniques, ça permet comme ça de jongler à l'abri des regards. Alors, serais-tu, comment dire, René Dumont disait, l'Afrique noire est mal partie. Penses-tu que ce soit toujours le cas de nos jours? En préparant cette émission, tu m'avais dit en aparté que pour que l'Afrique évolue, se développe, les Africains devront impérativement s'unir. Je pense que dans ton esprit, tu faisais allusion aux États-Unis d'Afrique. Serait-il possible de nous dire en quelques mots pourquoi les Africains unis sortiront indubitablement de la misère abyssale dans laquelle la grande partie de sa population se trouve aujourd'hui? Je veux dire, d'abord, c'est vrai que René Dumont, c'était un agronome. Et quand il disait que l'Afrique est mal partie, parce que lui, son obsession, à juste titre, c'était que l'Afrique arrive à se nourrir elle-même. Et c'était plutôt ça. Pour moi, l'Afrique, elle n'est pas mal partie. L'Afrique, c'est l'Afrique. L'histoire qu'elle est mal partie. Du monde. Déjà, l'histoire de l'Afrique, pour moi, elle n'est pas bien ou mal partie. L'Afrique,
l'Afrique, elle a son histoire, elle vit sa vie, elle serait mal partie par rapport à qui, à quoi, tu vois? Est-ce que c'est par rapport au développement? Est-ce que c'est pour imiter? Ici, c'est comme si on disait, alors il y a ceux qui disent, ouais, l'Afrique, c'est le Moyen-Âge comme l'Europe. Donc, on essaie de faire des comparaisons qui n'ont rien à voir. Moi, je critique la façon dont la France, dans arrogant comme un Français en Afrique, la France a exporté dans tous ces pays, non, c'est pas simplement sa langue, mais aussi sa constitution, sa façon de penser, toutes même ses religions, etc. Ses religions, pardon. Mais je veux dire, c'est certain que moi, franchement, moi, j'aime pas les comparaisons. Il n'y a pas, elle n'est pas plus mal ou bien partie. Mais ce qui est évident, c'est que la France a découpé l'Afrique en tranches napolitaines. Ça veut dire les explorateurs, ils sont arrivés sur les côtes et pour monter au cœur de l'Afrique, fait le Togo, Bénin, Ghana, machin, et en montant pour arriver au cœur, au bassin du lac Tchad, là, les explorateurs. Et ils ont découpé ça en tranches napolitaines d'une façon verticale, alors que les Africains, les populations étaient installées de façon horizontale, ce qui donne les Ewe au Ghana, les Ewe au Togo. Donc tout est coupé en tranches napolitaines. Même les Ibo au Nigeria et les Bamileke au Cameroun, voilà. C'est le même peuple, le exactement. Donc c'est une absurdité. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on voit bien que quand on voit aussi qu'il y a parfois deux usines de petites cimenteries dans des pays l'un à côté de l'autre, c'est vrai qu'il n'y a que l'intégration, il n'y a qu'une forme d'intégration africaine. D'abord, au niveau régional, si l'un fait des crevettes, l'autre a intérêt à faire autre chose. Ce qui a été fait plus ou moins bien quand même au niveau européen. On dise tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des trucs qui se sont faits au niveau européen. Voilà, que pour les chemins de fer, quelqu'un qui plus fort dans les chemins de fer, qui puisse exporter. Enfin, ça c'est vrai, c'est la France qui refait les chemins de fer en Grande-Bretagne depuis quelques années. Tu es au courant de ça? Et j'étais content quand j'étais en Angleterre. Le French. Tu aussi, tu disais, oui, le French engineer. Où est-ce qu'il y a Mme Thatcher? Disons, c'était bien, hein? Bon, c'est l'africanisme. Voilà. On remarque maintenant. Alors, avec le Brexit, je ne sais plus si on va envoyer les rails. C'est pas certain. Alors, cher Antoine, comme à chaque sortie de tes ouvrages, je suis, je l'avoue, impressionné par la justesse des thèmes que tu choisis de traiter. Le livre actuel, c'est pareil, hein, pour moi, le piège africain de Macron en fait partie, bien évidemment. Alors, j'aimerais que tu dises à nos téléspectateurs, mais qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait courir autant d'entêtement pour dénoncer les anomalies de la politique franco-africaine? Comment pourrais-tu qualifier l'ensemble de tes œuvres? Franchement, moi, je ne veux pas pour jouer les modestes et tout, mais encore une fois, moi, je suis un journaliste, je suis un observateur, et je suis pas... j'ai pas envie d'être un imprécateur. C'est aux Africains d'être des imprécateurs. C'est pas à moi d'être l'imprécateur sur l'Afrique. Moi, c'est franchement, je veux pas sortir. Je veux pas. Souvent, on me dit pourquoi tu viens pas en telle association, pourquoi tu fais pas ça. Non, mais c'est pas mon truc à moi. Moi, je suis journaliste, je suis observateur. Et les imprécateurs. Jackie, c'est un imprécateur, et il a raison de l'être. Tu vois la différence. C'est pas à moi de dire, parce que moi qui critique la façon dont l'arrogant comme un Français en Afrique, j'ai pas envie de devenir arrogant. Déjà, je la ramène déjà beaucoup. Donc, tu vois, j'ai pas envie d'aller au-delà. La seule chose que je peux dire, c'est que avant de faire du journalisme, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait de l'ethnologie, et je me suis dit comment est-ce que les gens ne comprennent pas cette richesse de l'Afrique? Nous, on est là, j'ai fait de l'ethnologie, donc j'ai vu tous les systèmes de parenté en Afrique. C'est d'une complexité absolument incroyable. C'est un truc de mathématicien, c'est vraiment niveau humain et tout, c'est très pensé et tout. Je dis comment est-ce que nous on est là avec maman la bonne et moi, enfin j'ai pas de bonne, hein, mais c'est un peu l'expression. Les Français ils sont là, c'est pauvre, tu vois, et je vois l'Afrique, la richesse de l'Afrique. J'ai rencontré des gens, tu vois, en Afrique, là je me souviens c'était au Gabon ou ailleurs, là ils avaient les, comment ça s'appelle, les plantes, l'écorce là sur les arbres, ça porte un nom, enfin, il y avait toutes les pharmacies américaines qui s'y intéressaient, la France s'y intéressait pas, tu vois, c'est pas le ginger, un truc qui les mecs qui pensent que c'est
ils pensent que c'est un aphrodisiaque. Ouais, mais ils ont tort, parce qu'en fait, ça te fait péter le cœur si tu en prends trop. Ouais. Mais tu vois, Liboga. Qui m'a saoulé 5 jours quand j'ai vu au Gabon. Voilà, 5 jours, j'étais dans les docteur Agassita. Est-ce qu'il est encore en vie? Je sais pas. Rien, je n'ai pas vu. Il vivait vers lui là-bas. Il est vu il y a 10-15 ans, tu vois. Moi, je l'ai vu il y a 5 ans. Mais voilà, je veux dire, il y a une richesse sur ce continent. Tout le monde a été, tout le monde va là, etc. Donc là, il y a une richesse de matières premières. Et moi, ce que j'ai vu en faisant de la sociologie et de l'ethnologie, c'est la richesse des hommes, la richesse des gens. C'est ce qui m'a toujours intéressé. Et je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas besoin, tu vois, alors du fait, alors bon, ça c'est un débat, sans doute du fait de l'esclavage, sans doute du fait de la colonisation, des religions. C'est des religions, les Africains n'ont pas, tu vois, bon, après c'est tout un débat, moi je ne vais pas rentrer encore une fois dans la psy sauvage et tout, mais c'est vrai que c'est un continent, alors tout le monde... c'est incroyable parce que tout le monde maintenant est en train de dire c'est le continent du 20e, 22e siècle, etc. etc. Mais il a fallu que avant on disait toujours, c'était Alain Perfit qui avait fait que quand la Chine s'éveillera, mais il a fallu que la Chine arrive en Afrique pour que la France se réveille. Oui, c'est ça, exactement. Alors, dernière question, Pierre. Après, je fais entrer l'autre. Je savais, 3 questions. Oui, je le savais. Alors, tellement amoureux d'entendre. Il pourrait passer la journée avec toi. Comment dire? Non, mais tu m'as déconcentré là. Si on lit tes livres, je l'ai fait, on constate que tu ne mâches pas tes mots, tu dis ce que tu entends dire pour passer le message. Et alors, moi, c'est vrai que la France est un grand pays, la liberté d'expression est constitutionnelle, etc. De ce point de vue, il n'y a pas de souci. Mais comment arrives-tu à tenir sans avoir des pressions émanant des autorités françaises ou d'ailleurs? Comment t'arranges-tu? Parce que tu dois gêner quelque part. J'ai un seul mot, mais là aussi, c'est pas pour être modeste et autres, mais c'est vrai que j'ai compris un truc. C'est l'indépendance. L'indépendance. Je me suis toujours arrangé pour être totalement indépendant. En quoi faisant? En refusant, par exemple, quand j'allais en Afrique, pour faire les livres là, auprès de Fayard, je ne prends pas d'avaloir, moi je demande des notes de frais importantes pour pouvoir voyager. Je me rembourse quand je voyage. Ce qui m'a permis, quand j'allais avec des co-auteurs en Afrique, de dire au président ou au ministre, on veut payer nos chambres d'hôtel. On veut payer nos chambres d'hôtel. Je mets au défi quiconque de dire, j'ai payé à Antoine Glaser une chambre d'hôtel ou un voyage. Jamais. Jamais. Et c'est ça. Quand tu es indépendant... Alors, encore une fois, je vous le dis là parce qu'on est entre amis, mais je le dis rarement, parce que je ne veux pas jeter la pierre sur tous mes copains journalistes africains qui me disent « Mais Antoine, nous on ne se dépasse plus à une conférence de presse sans per diem. On ne peut pas vivre. » Moi, je ne prends rien. Non, mais moi je te dis, tu vois, pour des copains... Tu parles. Je veux pas non plus, je ne jette pas la pierre, parce que, bon, moi, il se trouve qu'évidemment, je suis né en France, j'ai une famille et tout, donc c'est plus facile pour moi. On se payait des salaires de rédacteur en chef corrects à Indigo et du continent. Du coup, je ne veux pas jeter la pierre à des journalistes qui n'ont pas les moyens, parce que pour moi, le problème de la démocratie en Afrique, ce n'est pas le moment des élections, ce sont les contre-pouvoirs. Et tant que mes confrères africains n'auront pas les moyens d'avoir cette indépendance, il n'y aura pas de contre-pouvoir. Donc c'est là pour répondre à ta question. Bien. Je voulais juste dire avant de... Pierre, je vais te virer parce qu'il faut que je fasse entrer ta collègue. Je voulais juste dire que je suis bénévole avec JMTV+. Je suis bénévole. C'est ce que je voulais dire. Alors tu voulais dire ça, attends Pierre. Je veux le confirmer, cher téléspectateur. Je ne paye pas Pierre Moukoko parce que moi-même je ne me paye pas déjà, mais seulement je paye l'impôt sur les entreprises sans pouvoir me verser un salaire. C'est une aberration, non?
Ah oui, mais j'étais un chef d'entreprise. Oui, GMTE Plus est une entreprise, oui, dont je paye l'impôt sur les sociétés alors que je ne me verse pas de salaire. Ouais. C'est une aberration. On devrait en France permettre aux entreprises. Mais même la COVID, le Covid, ça ne permet pas. Ouf, ils m'ont versé 2000 poussières d'euros en un an. Ça ne va pas loin. Quand on doit payer son expert comptable environ 120 euros par mois, c'est terminé cette somme d'argent-là. Donc, et on m'a versé cela et on m'a quand même prélevé l'impôt sur la société après. Donc je ne comprends pas très bien. Voilà, donc tous mes chroniqueurs, mes charges de podcast, Pierre et Gaël, sont en même temps chroniqueurs et chargés de production, sont eux qui préparent le questionnaire. Ils sont bénévoles et j'ai besoin de beaucoup plus de bénévoles. Gaël l'a posté sur Facebook. Si vous êtes intéressé, si vous êtes à la retraite et vous pouvez encore faire quelque chose, d'ailleurs je ne vais plus lâcher Antoine, il va falloir que tu me donnes un coup de main pour grimper Antoine s'il te plaît. Vous êtes les bienvenus. Vous connaissez la ligne éditoriale de la maison. On ne prend pas les sous et on dit tout ce qu'on a à dire. Je l'ai copié chez Antoine, je crois. Bon, Pierre, tu vas céder ta place à Gaël. Gaël, viens. Vous êtes sur JMTV+.